Eh bien, tout d'abord, je suis arrivé au domaine en 1993 avec une formation assez sommaire sur le vin. Comme à l'époque, j'étais courtier en vin, donc j'ai fait une formation du soir assez rapide. Donc en fait, on peut dire que j'ai plutôt appris sur le tas. Alors je dirais que lorsque j'ai repris le domaine en 93, j'avais une démarche qui était quand même plutôt académique. C'est-à-dire que je faisais du vin, comme beaucoup de gens lorsqu'ils commencent, avec une sorte de recette pour rester dans le cadre, parce que par manque peut-être de connaissances ou d'expérience, il faut quand même vinifier pendant un certain nombre d'années avant de se sentir détendu et donc travailler avec son inspiration et avec son inspiration. Donc en fait, de 1993 jusqu'à 2000, on va dire que c'était une époque qui était quand même plutôt sur la concentration. J'étais pas le seul, beaucoup d'autres domaines étaient sur la concentration parce qu'on sortait des années 70, 80, 90 où la Bourgogne était décriée par le fait que souvent on disait que les qualités étaient irrégulières, qu'il n'avait pas de couleur, pas de fond. Donc on a été tout un mouvement à vouloir démontrer le contraire et à faire des vins qui étaient concentrés, qui étaient noirs. Ce qui a plu à l'époque, puisque c'était une nouvelle tendance de Bourgogne, mais à partir de 2000, ce n'est pas le style que je recherchais, dans le sens que je cherchais des vins qui étaient plus digestes, plus élégants, plus soyeux, plus équilibrés et avec plus, on va dire, de terroir. Néanmoins, cette période de 1993 à 2000, on a toujours travaillé avec des très bons terroirs, on a toujours très bien trié, on a quand même toujours très bien vinifié, ce qui fait que c'est des vins qui ont très très bien vieilli, mais qui sont juste les vins d'une autre époque maintenant. À partir de 2001, il y a eu beaucoup moins de pigeage, beaucoup plus de remontage. Le tri était toujours de la même qualité. C'était un travail, une vinification qui était soignée et précise, mais moins qu'elle l'est maintenant. Donc je dirais que la deuxième période va de 2001 jusqu'à, je dirais, 2005. 2005. Alors 2005 inclus ou pas, peu importe, de 2005 jusqu'à nos jours. Entre-temps, on avait construit une nouvelle cuverie, on s'était doté de matériel beaucoup plus performant, de nouvelles tables de tri, de nouveaux égrappoirs, de nouveaux pressoirs. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des vins qui étaient dans la continuité de 2001 jusqu'à 2005, mais avec plus de soyeux, plus d'élégance, une définition encore plus précise et avec plus de pureté. Et surtout, on avait descendu donc au domaine la quantité de fûts neufs, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, qu'on met environ 20% de fûts neufs. Tout ça pour garder l'éclat et la luminosité du vin. En fait, beaucoup de gens pensent que j'ai toujours mis 50% ou 100% de fûts neufs, ce qui n'a jamais été le cas. La seule année où j'ai mis une proportion de fûts neufs qui avoisinait les 70%, c'était l'année 2004, parce qu'on se souviendra qu'en 2003, la récolte était très très petite, et au contraire, 2004 était plus importante. Donc il a fallu racheter plus de fûts neufs pour compenser le parc de fûts de 1,20 ou de 2,20. Mais néanmoins, de l'absolu, au-delà de cette année vraiment qui était uniquement l'année 2004 avec 70% de fûts neufs, j'ai jamais dépassé les 40 ou les 50%. Les gens ont souvent fait un amalgame entre l'excès de fût, qui n'était pas un excès de fût, mais un excès de concentration, en fait. Si mes vins étaient concentrés dans ces années-là, ça venait plus à concentration en cuverie plutôt que l'ajout de fût neuf. Ben, il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai déménagé, enfin nous avons emménagé, pardon, à Vonne-Romanée en 2001. Et lorsque je suis arrivé à Vonne-Romanée en 2001, une seule personne m'a accueilli en se déplaçant, pardon, c'était Henri Jaillet.
Donc Henri Jaillet est venu à la maison avec nous offrir deux, trois très belles bouteilles. Et donc, c'est une personne avec qui j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de converser, puisqu'il habitait quasiment en face de chez nous. Alors, ce qui est intéressant avec Henri Jaillet, c'est que ce n'est pas une personne qui expliquait ce qu'il faisait, c'est une personne dans sa philosophie qui te donnait des clés de compréhension, mais sans forcément te donner la porte qu'elle allait avec la clé. Donc, c'est quelqu'un qui constamment éveillait le questionnement. Voilà, donc Henri Jaillet, par exemple, lorsqu'on est jeune, on apprend tous à nos enfants qu'on n'a pas de résultat sans effort. Henri Jaillet te disait autrement, il te disait pour faire des grands vins, il faut apprendre à être feignant, mais sans plus d'explications. Donc c'est avec le temps que l'on comprend qu'en fait, il faut juste beaucoup travailler aux vignes, ou du moins faire ce qu'il faut faire aux vignes, pour avoir une très très belle vendange avec des rendements maîtrisés et un état sanitaire parfait, pour ensuite justement devenir feignant en cuverie et pas du tout intervenir. Donc Henri Jaillet, c'était constamment des petites phrases comme ça pour te faire réfléchir. Alors déjà, naturellement, il y a l'état sanitaire des raisins, la maturité du raisin. Donc déjà, c'est de trouver la date optimum pour les vendanges. Ensuite, ce qui est extrêmement important, c'est la qualité du tri. Moi, j'ai fait toujours un parallèle entre la vinification et la grande restauration. C'est-à-dire que dans la grande restauration, tous les produits sont d'excellence. Donc, pour faire un grand vin, il faut que les raisins soient aussi d'excellence. Donc, c'est pour ça qu'un tri extrêmement précis, méticuleux est extrêmement important. Ça, c'est une phase. Et ensuite, en vinification, si la philosophie demeure la même pour l'ensemble des vins, chaque parcelle a une typicité, ne serait-ce que dans la constitution de son propre raisin. Par exemple, on peut avoir des raisins de Charmes-Sobertin qui vont avoir des peaux fines, beaucoup de jus et un petit pépin, donc qui laisse sous-entendre que la concentration, il va falloir aller quand même un peu la chercher. Et au contraire, si on prend des cuvées comme les cuvées ultra, que sont la Comte d'Orvaux ultra ou la Richemont ultra, ce sont des très vieilles vignes avec des peaux qui sont épaisses, avec des gros pépins et peu de jus. Donc ça vous donne l'indication qu'il y a déjà potentiellement une sur-extraction possible. Donc de ce fait, il faut observer la qualité de la vendange et intervenir cuvée par cuvée en fonction de ces éléments-là. Donc ça veut dire qu'il y a des cuvées qui peuvent être pigées une fois, deux fois, d'autres pas. Il y en a qui méritent des remontages, d'autres pas, d'autres des remontages forts, d'autres moins forts. Et je fais toujours un parallèle avec la cuisine parce que dans la cuisine, dans la grande restauration, on sait que parfois il faut saisir un plat, laisser refroidir, couvrir, etc. C'est la même chose pour la vinification. Pour moi, je ne conçois pas la vinification systématique que de se dire ok, pendant une semaine, on va piger 2 fois ou 3 fois par jour d'une manière systématique pour l'ensemble des vins, puisqu'on sait très bien que la concentration, par exemple, d'un Bourgogne ne sera donc pas la même de la concentration d'un Grand Cru, donc on ne peut pas aborder la vinification en travaillant de la même manière, mais on peut avoir la même philosophie. Donc ça, c'est beaucoup d'observations, de petits détails, d'ajustements en permanence qui permettent au final d'avoir une digestibilité, une élégance et des vins qui ont de la lumière, qui ont de l'énergie, qui ont une vivacité, enfin des vins qui ont une âme en fait. En fait, nous avons 2 lignes de tri. On a une ligne de tri pour la vendange entière, puisque d'une manière générale, on met entre 30 et 40% de vendange entière, donc ça dépend du millésime. Donc il y a une équipe qui va trier la vendange entière, mais on ne se contente pas de prendre que de la vendange entière, on doit avoir un profil de grappe, c'est-à-dire qu'on ne va pas accepter, par exemple, de mettre du mirandage en vendange entière. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de végétal,
et peu de baies. Donc ça, c'est pas bon parce que c'est dissocié, c'est non équilibré. Donc déjà, il y a une partie de l'équipe qui va donc sélectionner ces grappes-là. Et ensuite, sur la deuxième table de tri, eh bien, en fonction des années, on peut avoir par exemple un peu d'odium, comme tout le monde, on peut avoir des baies qui sont sèches, on peut avoir aussi des baies qui sont confites, hein, qui sont trop mûres, comme des années comme 2020, comme 2019. Donc on va juste tout enlever sans s'occuper du temps que ça prendra. Par exemple, sur une vendange comme 2020, si vous aviez 3 ou 5% de figuiers, de trop mûrs, c'est pas beaucoup, 5%, le chiffre en lui-même n'est pas important sur 100%, mais par contre, il y a vraiment un potentiel de venir imprimer le vin d'un petit manque de fraîcheur et d'un côté compoté. Donc, je vais me répéter, mais c'est la philosophie du 3 macarons Michelin, c'est uniquement garder le meilleur et surtout sans aucun compromis. Eh bien, pour moi, c'est très simple. Le vin idéal, c'est un vin qu'on peut boire tout le temps. Et j'ai toujours en tête cette phrase d'Henri Jaillet qui disait, avec beaucoup de simplicité, un bon vin jeune sera un bon vin vieux et un bon vin est bon tout le temps. Par rapport à ça, il y a deux philosophies. Il y a par exemple la philosophie d'un vin jeune qui a un peu d'excès d'acidité, qui a un peu d'excès de tanin, qui a des tanins un peu carrés, un peu granuleux. Voilà. Donc, en fin de compte, on va se dire tout de suite, ce vin-là, il faut attendre 10 ans. Mais lorsqu'on analyse la situation, on se rend compte qu'il faut attendre 10 ans pour gommer les excès ou les défauts. Moi, je pars de l'état principe, je pars du contraire en disant, je veux dès le départ avoir des vins qui sont équilibrés, qui sont droits, qui sont purs, qui sont élégants, qui sont digestes et naturellement qui sont concentrés. Et je vais utiliser les 10 années à venir, non pas à corriger les défauts, mais à complexifier le vin qui est déjà équilibré dès le départ. Donc pour moi, le vin idéal, c'est un vin qu'on peut déguster quand on le souhaite. Alors en fait, ma première formation avant d'être dans le vin, j'ai fait des études de stylisme, donc de mode à Paris. Donc j'ai toujours été extrêmement intéressé par l'approche stylistique, les mouvements, les matières, les lignes, les proportions, le côté sophistiqué mais à la fois épuré. Et c'est ce que j'ai gardé en fait dans les vins. C'est-à-dire que lorsque, lorsque je travaille sur un vin, euh, je vois sa structure, je vois son potentiel de structure. Je vois des lignes, je vois des formes, je vois des couleurs et j'interprète la vinification constamment par rapport à ça. J'ai constamment ça en tête. Je vais, par exemple, si un tanin va être carré, je vais prendre ma gomme et dans la vinification, je vais faire en sorte de casser les angles, de rendre plus digeste, d'avoir en fonction des vins des notions de taffetas, de soie. Comme je dis parfois, pour moi, par exemple, la Comte d'Orvaux, j'imagine une très belle femme devant une fenêtre avec une belle robe de chambre, enfin une robe en soie, avec le vent qui va un peu dessiner les formes, etc. Et c'est ce que je vois dans les vins. Donc, j'ai vraiment une approche stylistique dans les vins où je vais chercher une cohérence entre la concentration et l'esthétique finale. Ben, je pourrais dire que pour par exemple, les 15 derniers millésimes que j'ai évoqués avant, euh, c'est pas des vins qui ont besoin nécessairement d'une préparation, d'ouvrir les vins 6 heures, 12 heures ou 12 jours avant. C'est des vins qui sont équilibrés, donc on peut sans risque ouvrir la bouteille et la servir 1 heure ou 2 heures après sans aucun problème. Les vins étant digestes, on n'aura jamais de surprise ou de surprise avec des masses qui sont tanniques.
Et en fait, je dirais que je fais des vins sophistiqués, mais qu'un mode d'emploi qui est simple. On ouvre la bouteille, bonne température, on attend 1 heure et le vin va s'exprimer de lui-même. Oui, alors déjà l'émotion, oui, oui, de toute façon, le but c'est de faire des vins qui ont une âme, et lorsqu'il y a de l'âme, il y a de l'émotion. Donc oui, dans l'émotion, l'émotion c'est dans un vin de réussir à avoir de l'évanescence, de réussir à avoir des arômes extrêmement précis, délicats, discrets, d'avoir une fenêtre, hein, une fenêtre aromatique très très large, avec en bouche un confort de bouche, du grain, de la finesse, de l'élégance. Et donc en fait, ça, en principe, doit donner de l'émotion au dégustateur. Et c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit que mes vins procurent de l'émotion parce qu'il y a une âme, parce qu'ils sont tous faits avec la même philosophie, mais à la fois ils sont tous faits de manière différente, et qu'un village donnera quelque part autant d'émotion qu'un grand cru, mais dans sa catégorie. Voilà. Donc je pense que l'émotion, c'est la vivacité, c'est l'énergie, c'est l'élégance, la finesse, voilà. Je voudrais dire, c'est que dans mon évolution stylistique, il y a eu 3 phases, que pour moi les 3 phases sont bonnes, mais elles sont juste différentes, et donc elles sont intéressantes. Et je dirais, non pas à l'amateur japonais, mais l'amateur en général, que c'est toujours important d'aller essayer, d'aller goûter quelque chose de nouveau, si pour certains c'était nouveau, et que la vérité est plus dans le travail que dans l'étiquette. Et quand je parle d'étiquette, je ne parle pas du nom d'un domaine, je parle dans l'appellation. Je dirais aux amateurs japonais que déjà je les remercie de m'avoir fait confiance pendant toutes ces années-là. J'espère qu'ils ont tous vu l'évolution stylistique depuis ceux qui me suivent depuis le début. Je les invite à continuer, je les en remercie, et qu'on fait juste le maximum pour toujours progresser, qui est un objectif vital au domaine. C'est-à-dire qu'on essaye tous les ans de trouver le petit détail qui va nous faire avancer. Il est clair que les dernières marches sont beaucoup plus difficiles, hein. Au début, on gravit plus de marches, mais à la fin, le diable est dans le détail. Et que je pense que nos vins sont vraiment dignes d'intérêt et le seront de plus en plus, et qu'on met énormément d'énergie, de coûts financiers, de coûts humains dans l'élaboration de nos vins pour que notre gamme complète soit d'une très haute qualité. On va porter autant de soins à un Bourgogne simple, et aussi bien qu'avec un Chambertin, parce qu'on considère que les vins de Bourgogne sont quand même chers, que pour des gens, acheter une bouteille de Bourgogne sur un marché à l'équivalent de 50 euros, 60 euros, c'est déjà énormément d'argent, qu'il y a des gens qui vont se faire plaisir d'en acheter une bouteille, peut-être qu'une dans l'année, parce que pour eux, ce sera déjà un sacrifice financier, ils vont se faire énormément plaisir, et que de ce fait, on met du respect dans tous nos vins sans mettre aucune priorité pour l'un par rapport à l'autre. Pour moi, en Bourgogne, le plus important, c'est qui fait quoi, en fait. Je prends un exemple. Une personne va goûter un Chambol Musigny premier cru les feuillets et va dire j'adore les feuillets. Non, tu adores le Chambol Musigny premier cru les feuillets que tu as bu de tel viticulteur, de tel millésime à ce moment-là. Il faut que les gens comprennent que tous les domaines ont des styles différents. Donc déjà, il faut trouver son style.
Et en trouvant son style, après, on se rapproche du domaine qui correspond à son style. Et en parlant donc du Charmes-Chambertin, on a 20 hectares de mazoyère, 20 hectares de Charmes-Chambertin, donc ce qui fait au final presque 40 hectares de Charmes-Chambertin. Et dans cette qualité-là, il y a tout. Il y a 100% Charmes-Chambertin, 100% mazoyère et le mélange des deux. Donc de ce fait, c'est pas très clair. Donc quand c'est pas très clair, les gens se méfient un peu et ça dessert un peu l'appellation. Notre parcelle de Charmes est juste en face du Chambertin, donc c'est la parcelle la plus haute, donc c'est potentiellement une très très bonne parcelle. Donc notre Charme, Chambertin, de par sa proximité avec le Chambertin, est vraiment d'un très haut niveau. Et c'est pareil par exemple sur l'exemple du Clos Vougeot, où le Clos Vougeot, la parcelle est aussi très très grande, mais on trouve des Clos Vougeot magnifiques au pied du château du Clos Vougeot, et d'autres qui sont moins intéressants plus on descend. Donc il faut que l'amateur, la Bourgogne se mérite, donc il faut que l'amateur prenne le temps de savoir qui fait quoi et où se situent les vignes. Ça pour moi c'est vraiment fondamental pour acheter du vin ou se constituer sa cave.